Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission économique de la rédaction de Var Matin, Territoire Éco Var. Aujourd'hui, c'est l'entreprise Archoffice basée à la Garde qui nous accueille dans ses locaux. Elle conseille ses clients professionnels pour la mise en place d'espaces de travail. Et aujourd'hui, le Café de l'Éco sera justement consacré à la prévention des risques psychosociaux et au bien-être au travail grâce à la présence de nos 3 invités en plateau. L'entreprise du mois, ce sera Décoclim, basée au Muy, avec son fondateur et dirigeant William Danizé, qui conçoit et commercialise des caches de blocs de clim extérieurs. Et enfin, le poste sera dédié à une nouvelle venue dans le Var, l'association EA Éco-Entreprises, qui accompagne régionalement les entreprises de la transition écologique. Et tout de suite, le Café de l'Éco. Pour ce Café de l'Éco, aujourd'hui, nous accueillons 3 invités pour parler de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux. Nathalie Rocailleux, vous êtes psychologue clinicienne et à travers vos 2 structures, Catalliance et iCare, vous intervenez dans les entreprises justement pour la prévention des risques et résoudre certaines situations de mal-être au travail. Benjamin Schaeffer, vous co-dirigez l'entreprise basée à Puget-sur-Argent, EPC Plomberie, et on verra tout à l'heure que vous avez installé dans votre entreprise un certain nombre de mesures pour veiller au bien-être de vos équipes. Et enfin, Angelo Bartolomei, vous êtes l'un des dirigeants avec vos frères d'Archoffice, et merci de nous accueillir aujourd'hui dans vos locaux. Et vous êtes aussi aux côtés de vos clients professionnels pour répondre à leurs demandes d'amélioration des espaces de travail pour le bien-être de leurs salariés. Alors je me tourne tout de suite vers vous, Nathalie. Ce constat de bien-être au travail, de situation de risques psychosociaux avérés, vous le faites oui. Tous les jours. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, donc 2 ans après la pandémie, où on a vu qu'un certain nombre de choses ont évolué dans la conception, la relation au travail, quel constat vous faites aujourd'hui auprès des entreprises qui vous sollicitent ? Déjà un constat positif dans le sens où on a amélioré la conscience en fait de tout le monde, la conscience d'avoir besoin d'une qualité de vie au travail. Donc chez Catalliance, on propose des audits et un accompagnement à la mise en place de la qualité de vie au travail, qui est une mise en place de long terme avec de la prévention. Et puis on fait aussi des audits sur les risques psychosociaux lorsqu'il y a des événements de changement, des événements de conflits. Et puis après, lorsqu'il y a aussi pas d'événements, mais qu'on veut faire de la prévention des risques psychosociaux avec le fameux document unique que tout le monde connaît en fait. Qui est un document donc connu des partenaires sociaux qui doit être rempli par l'employeur. Tous les chefs d'entreprise à partir d'un salarié, on le rappelle. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté dans vos dernières interventions ? Quelle situation, par exemple, vous constatez qui présente un risque ou qui suscite du mal-être chez les salariés et qui peuvent mettre en difficulté l'entreprise ? Dans des conduites de changement, par exemple, où on a des tournants à prendre qui sont des tournants économiques ou des tournants de transformation ou de développement, on peut avoir des situations de déséquilibre concernant la confiance des salariés dans leur employeur, des employeurs qui ont une lourde charge de responsabilité et où il y a besoin d'un lien renforcé entre salariés et employeurs plus que jamais. Donc avec une bonne communication, de la confiance qui se remet en place autour de simplement du fait de distinguer ce qui nous impacte du côté de la famille, parce qu'il peut y avoir du stress dans la famille aussi qu'on ramène au travail, et du côté du travail. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que lors des audits, on a des salariés qui vont prendre conscience que tiens, ce stress-là, finalement, je l'imputais au monde du travail, alors qu'en réalité, c'est dans la famille que ça se passe, ou vice-versa. Hein. C'est-à-dire que voilà, on peut ramener aussi le stress du travail dans la famille. Savoir faire le lien, la distinction entre les deux. Mettre du sens et puis rétablir une bonne communication qui est de l'ordre de la communication positive au travail. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas la culture. Et lorsqu'on met en place des cellules psychologiques à l'intérieur de l'entreprise ou un diagnostic, un audit des risques psychosociaux, on va s'atteler aussi en même temps
à faire ce diagnostic et à rétablir une bonne communication. Alors, on viendra sur cette communication. Ce lien entre le monde privé, la sphère privée et le monde du travail, vous l'avez fait, Benjamin Schaeffer, en instaurant la semaine de 4 jours l'été dernier. C'était à titre expérimental et ça a permis quoi? Pourquoi vous l'avez mise en place et quel bilan vous en faites aujourd'hui? Bonjour Marie-Cécile. On avait une volonté avec mon associé depuis déjà 2 ans d'instaurer ou d'essayer de mettre en place cette semaine de 4 jours pour les équipes de terrain parce qu'on a un réel problème dans le golfe de Saint-Tropez ou du côté de Monaco à intervenir en période estivale et on ne savait pas comment on allait pouvoir améliorer les conditions de nos salariés sur le terrain. Et à force de... Problème de circulation, parce que vos salariés ils vont sur les chantiers de plomberie, donc essentiellement votre cible c'est des villas plutôt haut de gamme. Tout à fait. Donc des gros chantiers de plomberie où ils se rendent avec une camionnette pour faire tous les jours le travail qu'il y a à faire. Et donc ils étaient souvent pris en été dans les embouteillages. Tout à fait. Ouais, parce qu'en partant à 8h du dépôt, on se retrouvait vite avec des équipes qui arrivaient à 9h30, 10h sur le terrain, compter l'heure de pause du déjeuner, repartir à 17h et se prendre encore 2h30 de bouchon. Ça devenait un petit peu fatigant pour eux et pas très productif pour nous. Donc on a déjà commencé au début par les faire partir 1 heure plus tôt en faisant du 7h, 16h, mais malgré un départ à 16h du chantier, ils avaient quand même 2h30 de route parce que la plupart des entreprises font à peu près les mêmes horaires. Et c'est venu se poser la question de dire, on va tenter la semaine à 4 jours en faisant une amplitude d'heures un peu plus longue sur la journée et récupérer une journée de repos en plus. Et on a vu que ça fonctionnait plutôt bien en faisant 7h, 18h avec 1 heure de pause le midi. Et qu'ils n'arrivaient pas forcément beaucoup plus tard que quand ils partaient à 16h du chantier. Donc, et peut-être moins fatigués. Et vous me disiez, en préparant l'émission, ça leur permettait aussi d'avoir des longs week-ends, des week-ends de 4 jours toutes les 2 semaines, et peut-être de faire davantage de choses avec leur famille ou leur conjoint. Grâce à cette semaine-là. Complètement, parce que on reste une boîte du BTP et du coup on avait quand même besoin d'intervenir au quotidien auprès de nos clients et avoir aucun de nos techniciens disponible, on va dire un vendredi, ça allait être compliqué parce que les urgences malheureusement elles arrivent toujours la veille d'un week-end. Donc on a scindé les équipes terrain en 2 groupes, on va dire un groupe A et un groupe B, et une semaine sur 2 ils font ou lundi, jeudi ou mardi, vendredi, ce qui leur permet d'avoir un week-end de 4 jours toutes les 2 semaines ou un week-end de 2 jours. Donc, et ça, c'est important, justement, l'état d'esprit du salarié qui peut-être a pu mieux se reposer ou faire des loisirs qu'il ne pourrait pas faire s'il n'avait qu'un jour ou 2 de repos. Est-ce que vous, en tant qu'employeur, vous le ressentez ensuite dans le travail des équipes ? Complètement, oui, parce que j'ai pu sonder un petit peu avec mon associé et l'équipe au bureau les différents collaborateurs et effectivement c'était un petit rythme à prendre au début, donc il fallait avoir 1 semaine ou 2 d'adaptation, mais j'ai pu avoir le retour positif de certains de mes salariés qui m'ont dit c'est cool parce que mon épouse elle travaille dans le milieu bancaire ou dans le commerce et du coup elle travaille le samedi et des fois elle avait le lundi en repos, donc eux du coup indirectement ils ont pu changer aussi leurs habitudes un peu familiales et de pouvoir aller faire un week-end on va dire du samedi et profiter du dimanche et du lundi et reprendre le boulot mardi. Je trouve que quand on a des retours de nos collaborateurs positifs comme ça, je me dis il n'y a pas que le côté productivité, il y a aussi quand même ce bien-être au travail qui est important et de se dire Ce qui permet aussi de rester attractif et peut-être de garder aussi des recrues. On sait qu'en ce moment c'est compliqué pour toutes les entreprises de bien recruter et de conserver ses salariés. Et vous, Angelo Bartolomei, vous le constatez auprès de vos clients qui donc sollicitent Arch Office, vous me disiez encore il y a quelques jours, pour vous demander des espaces de travail attractifs, accueillants, qui permettent parfois le retour de salariés qui ont pris l'habitude du télétravail depuis la pandémie et qui est parfois compliqué aujourd'hui de faire revenir au bureau. Oui, tout à fait. Bon, merci à tous déjà. Bonjour à tous. Merci d'être venus dans nos locaux pour cette émission. Effectivement, beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui nous sollicitent afin d'améliorer leurs conditions dans leur espace de travail avec des
des réfectoires, des espaces détente, des salles de réunion plus adaptées, des bulles de travail comme on a vu, parce qu'aujourd'hui l'open space est omniprésent dans nos espaces de travail et on a très peu d'endroits où on peut se retirer pour passer un coup de fil, pour gérer peut-être un projet où on a besoin de concentration, pour plein de choses, ou même de faire une réunion avec juste un seul collaborateur, un seul de ses collègues de travail. Et ça, c'est vrai que c'est très important, que ce soit réfléchi au préalable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 4 architectes en interne qui réfléchissent à tout cela. Vous avez aussi des acousticiens, un acousticien qui se rend dans les locaux de vos clients, justement pour essayer de prévenir le trop plein de bruit, le manque de confidentialité. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans un grand espace, comme ici par exemple, où on est plusieurs à travailler, à faire des tâches différentes, concomitantes? Qu'est-ce qu'on peut proposer dans ces cas-là? Alors il y a plein d'aspects, plein de choses qu'on peut proposer effectivement. Donc dans un premier temps effectivement des éléments acoustiques. Alors ça peut être des éléments qui peuvent être posés au plafond, au sol, au mur. Effectivement la moquette a un petit peu disparu de nos bureaux, mais elle y revient avec des matières plus nobles et plus efficaces en termes d'entretien. Ça fait partie justement de cette absorption acoustique. Et aujourd'hui, effectivement, on a un acousticien en interne qui va faire une étude complète de l'environnement afin de réduire justement tous les bruits qui peuvent venir gêner le salarié, perturber. Nathalie Rocailleux, quand on entend ça, parce qu'on parle de risques psychosociaux, on pense toujours à des situations qui peuvent être très graves, qui peuvent être du harcèlement, mais la question de l'acoustique qu'on vient de traiter, qui peut paraître un détail, c'est un détail, c'est un gadget ou Ah non, pas du tout, c'est fondamental. C'est pas du tout un gadget. Au contraire, je trouve que l'environnement, que soit l'organisation ou l'environnement, ça participe totalement du bien-être au travail, du sens que l'on va donner à son travail, du confort, de la baisse de la charge émotionnelle et mentale, en fait. Et ça, déjà, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la prévention et puis dans simplement la qualité de vie. La qualité de vie, c'est pas seulement l'objectif bien-être, c'est aussi l'objectif bien-être en relation, bien-être en entreprise. Lorsqu'il y a des bulles comme ça dans lesquelles on peut se mettre pour avoir plus d'intimité ou de concentration, on est dans le bien-être dans l'entreprise, c'est-à-dire dans sa concentration, dans son objectif de travail, et ça donne tout de suite du sens. Donc, de toute manière, ce manque de bien-être dont on vient de parler, il peut être déclencheur de situations plus graves, justement. Totalement. Il peut être à l'origine de dérapages, déjà de tensions relationnelles, puisque lorsqu'on est dans un open space et qu'on ne s'entend plus ou qu'on n'arrive plus à se concentrer, on a une perte de sens au travail et puis on est vite inefficace. Sa propre inefficacité, on la voit. Donc, lorsqu'on se ressent inefficace ou pas utile, déjà, ça crée une tension interne. Et ensuite, ça peut créer vraiment des conflits au travail. Donc, l'environnement, c'est extrêmement important. C'est là où vous parliez de la communication tout à l'heure. Oui. Vous disiez qu'il faut une bonne communication entre le dirigeant et les salariés, peut-être entre les salariés entre eux aussi. Comment on l'établit, cette communication? Donc, de toute manière, on parlait tout à l'heure d'outils collaboratifs. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que la communication, ça ne va pas que être la manière dont on est accueilli dans l'entreprise. Même si ça va beaucoup participer, la manière dont on est accueilli, c'est la considération que l'on a pour l'autre. Donc ça, c'est important de se sentir considéré. Que l'on soit client ou que l'on soit salarié ou que l'on soit même dirigeant, parce que ça, c'est très important, on a besoin de se sentir accueilli par l'autre. Donc la convivialité de l'accueil, ça va être très important. Mais ensuite, il y a tout ce qu'on va mettre en place de protocoles, d'outils collaboratifs, de traces, parce qu'on est souvent dans l'oralité en France, dans les entreprises, mais c'est important d'avoir des mesures protocolaires. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait d'outils collaboratifs, mais ce sont des outils où on va être en relation, et être en relation sur des objectifs, où on va cocher les cases au fur et à mesure, et où les objectifs, on va les voir en commun, et qui fait quoi, etc. Donc tous les outils organisationnels sont très importants aussi, ça participe... ça donne du sens finalement, et des objectifs, et ça évite aux salariés peut-être à des moments de se sentir perdus. Et d'avoir une charge mentale élevée.
C'est vrai aussi. Voilà, puisque vous faisiez référence, donc, puisque vous avez beaucoup discuté tous les trois en amont de l'émission, à l'outil collaboratif, vous, Benjamin Schaeffer, que EPC a mis en place sur vos chantiers pour que les salariés puissent se parler et effectivement avoir une charge mentale moins élevée. Oui. On a mis en place des groupes de discussion WhatsApp par chantier pour justement pouvoir déléguer le maximum de tâches de manière écrite, parce que comme elle disait à juste titre Nathalie, on a besoin de donner des informations de manière orale, mais il y en a certaines qui peuvent être écrites pour qu'on puisse s'y référer tout au long du chantier, revenir dessus. On y ajoute les plans, les fichiers, parce que tout donner à la va-vite, du coup on en perd peut-être la moitié, et quand c'est écrit c'est quand même nettement mieux, on peut revenir dessus. Donc les groupes WhatsApp pour les chantiers et les collaborateurs qui nous permettent de se décharger tous les jours des photos qu'ils ont réalisées sur le chantier, donc ça nous permet de revenir sur ce qui a été fait au quotidien. Même eux, quand ils ont un doute quelques mois après, on arrive facilement à revenir sur des photos qui ont été prises il y a 1 mois et demi, et ça évite le « tu te rappelles à l'étage de cette villa-là où c'est que t'es passé ». Là on peut facilement se repérer dans l'espace à l'aide des photos. Donc ça nous aide, on va dire, vraiment au quotidien pour les équipes du terrain et la coordination avec les conducteurs de travaux. Mais on a aussi mis en place Trello et Slack, qui sont aussi des bons moyens de communication en interne. Des outils de communication. Tout à fait. Où, on va dire, depuis l'accueil à la réception d'un appel, on est capable de faire une fiche où on va pouvoir mettre les coordonnées du client, les photos pour établir un devis, mettre le devis dedans, attendre la validation du devis, transmettre le devis signé à la compta qui va déplacer cette carte pour faire une commande, être plus efficace sans forcément aller se déranger tout au long de la journée, parce que on n'est pas forcément réceptif à l'instant T, parce qu'on est tous chacun plongé dans nos différentes tâches, et il y a certaines tâches qui n'ont pas besoin d'être dites verbalement, elles peuvent être simplement écrites pour que ça suive la procédure jusqu'à la commande du matériel, livraison du matériel et mise à disposition des produits pour organiser au plus rapidement possible une intervention sur le chantier. Et alors, au-delà donc, de ces outils-là, qui sont purement organisationnels, comme vous disiez, vous avez mis en place, avec la particularité de votre entreprise, qui à la fois est sur le terrain, sur les chantiers de plomberie, et à la fois avec des fonctions support qui sont au bureau, vous avez mis en place une très grande salle de repos. Ça aussi, vous me disiez, c'était important pour vous parce qu'avec votre associé, avant de devenir entrepreneur, vous avez été vous-même salarié et vous aviez envie de trouver ce que vous n'aviez pas forcément toujours trouvé dans votre vie de salarié. Ouais. Tout à fait. C'est assez bizarre pour une boîte du BTP, mais bon, vous avez pu le voir dans nos locaux la dernière fois. On a organisé un espace de détente avec un jeu de fléchettes, un baby-foot, une borne arcade, un flipper. Donc il y a des jeux, on va dire, où on peut jouer tout seul ou à plusieurs. Et je trouvais que c'était important avec mon associé de mettre à disposition de nos salariés des outils et des moyens qu'on n'a pas eu, parce que c'était l'ancienne génération, on va dire, avant, et j'espère que de plus en plus de chefs d'entreprise vont venir chez Angelo se servir pour créer des espaces de détente. Mais je le vois parce que, au quotidien, ça sert pour les équipes du bureau. Je vois le bureau d'études ou les conducteurs de temps en temps dans la journée se lever, et ça me fait plaisir parce que je me dis, on n'a pas investi dans tout ça juste pour que ce soit joli dans une pièce, et que c'est vraiment utilisé de manière quotidienne. Mais même avec les équipes du terrain qui, quand ils rentrent de leur journée, je les vois entre binômes, entre collègues de travail, enlever leurs chaussures de sécurité, aller jouer quelques parties dans cette pièce qui est dédiée aussi bien pour les gens au bureau, mais aussi pour les collaborateurs sur le terrain. Je me dis qu'il n'y a rien de plus agréable après une journée qui peut être difficile, éprouvante, de prendre 5-10 minutes avec son binôme. Pas besoin d'y rester des heures, mais de se libérer de ce stress peut-être mental, et rentrer chez soi en ayant l'impression évacué tout ça. Tout ça. Monsieur Bartholomei, justement, vous êtes sollicité aussi pour les espaces de détente. Derrière nous, je ne sais pas si on voit, mais il y a un espace cuisine, par exemple. Vous disiez... l'open space, notamment, ça a été importé des États-Unis. En France, on ne l'a pas toujours mis en place dans les règles de l'art. On a peut-être oublié certaines choses. Vous, aujourd'hui, quand on vous demande un open space avec un espace de détente, quels sont les critères que vous avez à l'esprit pour que ça fonctionne bien ? Alors, c'est un tout. Là, l'exemple de Benjamin, effectivement, qui a dédié une salle
spécifique pour mettre toutes ces bornes arcade et baby-foot et billard, c'est l'exemple à suivre, effectivement. J'ai plein de dirigeants qui me disent « Je leur ai mis un baby-foot au milieu de l'open space, mais personne s'en sert. » Donc, effectivement, on essaie de proposer avec l'ensemble de nos collaborateurs des espaces adaptés. Effectivement, on revient aux prémices de l'open space qui a été créé aux États-Unis dans les années 1960, qui a été importé par la suite en Europe, mais qu'une partie de cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on a importé les longues tables de travail pour réduire le nombre de mètres carrés. On a amené ça pour avoir un lien entre chaque collaborateur qui est moins de cloisons, plus d'espace ouvert. Mais ce qu'on a oublié d'importer des États-Unis et qui était aux prémices de ce concept, c'était tous les espaces fermés où on pouvait rapidement venir s'isoler dans une petite salle de réunion pour passer un coup de fil personnel ou quoi que ce soit. On a oublié l'acoustique qui était déjà primordial dans ces espaces-là. On a oublié tout ce qui était verdure avec des plantes, venir amener quelque chose un petit peu plus de bien-être. Et effectivement, aujourd'hui, on en revient, malheureusement un petit peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Nathalie Rocailleux, c'est un gadget, le baby-foot. On en a tellement entendu parler du baby-foot dans l'espace de travail. Est-ce que c'est un gadget ou est-ce que la détente intégrée à l'espace de travail, ça existe et c'est bénéfique? En fait, c'est un gadget si on le rend gadget, tout simplement. Si c'est une vraie démarche, ça n'est pas un gadget. Là, on a une vraie démarche, c'est-à-dire on a une démarche de qualité de vie. C'est pas de la QVCT. Vous savez, la QVCT, c'est la qualité de vie au travail et des conditions de travail. C'est pas de la QVCT washing, comme on peut voir. C'est-à-dire, j'ai mis un baby-foot, je me dédouane de tout ce qui est... après, j'ai plus rien à faire. Non. Le fait de veiller aux espaces, c'est-à-dire déjà l'open space, c'est lourd en termes de charge acoustique, mentale, de concentration. Ça demande un effort de concentration supplémentaire. Si on met un baby-foot au milieu de l'open space, effectivement, ça rajoute... au contraire, ça va rajouter des risques psychosociaux. Donc, le fait d'organiser comme ça une pièce dédiée, ça nous permet d'avoir parfois même des choses très étonnantes, c'est-à-dire que ce qu'on n'avait pas trouvé dans l'open space, on va le trouver, la réponse à nos questions, trouver une solution, tout simplement. Ça peut amener des réflexions, ou des discussions. Parce qu'on fait un pas de côté et qu'on est beaucoup plus détendu parce que c'est l'espace de détente. Et comme l'espace de détente, vous savez, c'est un peu comme les espaces symboliques. Angelo doit connaître ça par cœur, mais je veux dire, dans notre chambre, on ne met pas du travail, quoi, parce que sinon, on ne peut pas se relaxer. C'est la même chose, en fait, au travail. Lorsqu'on a un espace de relaxation ou de bien-être ou là où on va décharger tout ce qui est tension au travail, eh bien, on va pouvoir se retrouver après et partir vers chez nous de manière plus apaisée, etc. Là, on est sur une vraie démarche de qualité de vie au travail parce qu'on a pensé un espace, un sas de décompression et on a pensé la sphère familiale aussi dans la vie de la personne. Et c'est ça qui est important. On ne peut pas gommer quoi qu'il en soit. Ah non, tout à fait, absolument. Je vous remercie. Merci à tous les trois pour ce Café de l'écho. Et tout de suite, nous accueillons l'entreprise du mois. Et l'entreprise du mois aujourd'hui, c'est Decoclim, basée au Muy, qui conçoit et commercialise des caches pour unités extérieures de clim et de pompe à chaleur, dirigée et fondée par William Danizé, que nous recevons en plateau. Mais tout de suite, on découvre l'activité de Decoclim en images.
William Danizé, bonjour. Donc, c'est vous qui avez fondé Decoclim que vous dirigez aujourd'hui, donc basé au Muy. Alors, comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise à une époque où finalement les caches d'unités extérieures de clim n'étaient pas du tout répandues? Écoutez, l'idée, elle m'est venue assez facilement. En réalité, j'étais dans le mobilier d'extérieur. Un ami qui posait de la clim m'a demandé si je pouvais pas lui faire quelque chose parce qu'un client dans une maison où il avait installé une clim trouvait que c'était vraiment très inesthétique, et j'ai cherché justement à lui faire quelque chose, à concevoir un produit, et je me suis dit qu'effectivement c'était très inesthétique et qu'il me semblait intéressant de pouvoir proposer quelque chose, un produit standardisé qui permettrait de cacher toutes les unités qu'on peut voir partout sur les façades des villas, des immeubles en ville, partout. Alors donc votre produit, il est en aluminium thermolaqué. Vous avez mis un peu de temps à le mettre au point parce qu'au départ, finalement, les clients potentiels avaient un frein. Ils se demandaient si ça n'allait pas perturber le fonctionnement des unités extérieures de clim. Oui, tout à fait. Donc tout le monde était très emballé sur le fait de le cacher et d'avoir quelque chose de beaucoup plus esthétique. En revanche, la question revenait souvent, c'est est-ce que ça ne va pas empêcher le flux d'air ? Donc on a prouvé avec pas mal d'essais et de tests d'installateurs que ça ne le gênait pas. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc on a des tests qui sont faits sur le flux d'air et qui attestent que du coup le flux d'air n'est pas impacté. Et donc en aucun cas ça gêne le fonctionnement de la machine. Alors aujourd'hui, donc vous qui étiez pionnier dans cette activité, vous êtes devenu un leader depuis le Muy, où vous êtes installé après 2 déménagements. Oui, parce oui, que on a changé. Les murs devenaient... Tout à fait, on a dû déménager plusieurs fois en quelques années. Aujourd'hui, vos clients, ce sont les gros faiseurs. À qui vendez-vous aujourd'hui ? Le particulier, c'est très peu, je crois. Hein. Alors, nos clients, effectivement, sont principalement des professionnels, puisque c'est eux qui trouvent vraiment l'utilité du produit. Ça leur permet d'une part d'installer la pompe à chaleur, enfin le bloc extérieur à des endroits qui sont parfois visibles et qui sont pourtant techniquement beaucoup plus simples. Donc principalement les grossistes de clim, donc les grosses enseignes qui vendent aux professionnels. Nous vendons aussi aux professionnels et effectivement le produit est rendu disponible pour les particuliers via notre site internet. Mais ce n'est pas des produits que vous allez retrouver en grande distribution par exemple. Votre chiffre d'affaires aujourd'hui, il est en croissance, il est de combien ? Oui, on enregistre une croissance annuelle depuis quelques années d'environ 40%. Et on devrait atteindre pas loin de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Avec du recrutement aussi. Hein. Vous êtes une équipe de combien aujourd'hui et quel profil vous recherchez ? Je crois que vous avez un peu de mal, comme beaucoup d'entreprises, à trouver les bons profils. Oui, effectivement. Donc à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes une quinzaine dans l'entreprise. Donc nous sommes toujours en recherche de nouveaux talents, souvent autour du digital, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est très important, que ce soit en termes de communication comme pour ce qui est de la programmation, étant donné que nous avons des sites internet et que nous essayons de développer des outils pour justement rendre l'utilité et l'expérience pour un professionnel facile, notamment dans le choix des tailles, des coloris, des options, etc. Oui, parce que votre produit donc, existe en pas mal de coloris, plusieurs tailles. Aujourd'hui, vous avez combien de références différentes et quel est votre produit phare finalement, celui qui est le plus recherché par les artisans ou par les gros installateurs de clim ? Alors effectivement, nous avons commencé avec un modèle en bois, il y avait 3 tailles, avec quelques accessoires. À l'heure d'aujourd'hui, on a pas loin d'une centaine de références avec donc, du bois, tous les accessoires, la gamme alu qui est déclinée en 10 coloris, plusieurs tailles évidemment, et toute une gamme d'accessoires aussi qui permet de s'adapter au mieux et de pouvoir configurer au mieux le cache par rapport à l'installation qui est en place.
Vous voyez aujourd'hui des concurrents se développer. Finalement, votre produit, il a une longueur d'avance. Qu'est-ce que vous donneriez comme critère sur Decoclim de différenciant par rapport à ces concurrents qui commencent à arriver sur un marché qui est en expansion? Déjà, nous sommes les seuls à avoir une attestation sur le flux d'air. Une conception qui est exclusivement en persienne, en lame persienne, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on voit beaucoup de choses décorées, découpées, mais qui sont simplement décoratives, mais qui du coup perturbent le flux d'air. Voilà, ça impacte le flux d'air. Nous on a une étude qui prouve que le flux d'air est respecté avec nos produits, et après bien entendu pour rester leader, on essaye d'être toujours à la recherche d'innovation sur le produit, et pour toujours s'adapter à la demande et avoir quelque chose en plus, un avantage concurrentiel. Par exemple, ça peut être quoi le futur sur votre produit, les innovations, les services ou les apports supplémentaires? Alors en termes de services, déjà on a le fait d'avoir tout en stock, on livre très rapidement, c'est-à-dire qu'un client qui commande chez nous, il est livré le lendemain ou le surlendemain partout en France. Et en termes d'innovation, donc là on va sortir une solution qui va permettre non seulement donc de décorer, de cacher, mais aussi de réduire les nuisances sonores des machines qui sont cachées derrière. Ça, ce serait pour quand Ça, c'est prévu pour le premier trimestre de l'année 2025. Et l'export, je crois que vous êtes un peu en Espagne, vous commencez à regarder un peu. Tout à fait, on exporte. Disons qu'on exporte déjà un petit peu, mais là maintenant c'est vraiment le focus. On essaye de s'imposer comme leader, comme on l'est en France, sur l'export. Et donc on est distribué, donc nous avons déjà quelqu'un en Allemagne, mais nous sommes distribués déjà dans plusieurs pays, donc déjà tout le Benelux, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, la Grèce, et donc on veut continuer et s'imposer partout comme leader, imposer Decoclim comme la référence. Alors William Danizé, votre parcours aussi force le respect, parce que vous le dites vous-même, vous êtes autodidacte, vous avez lancé cette entreprise vraiment sur une innovation, une idée que vous avez eue vous-même, et ça n'a pas été sans difficulté, vous en parlez aussi volontiers. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un entrepreneur qui là un matin se réveille et se dit j'ai la bonne idée, j'ai le bon produit, mais il faut que je crée moi-même le marché et que j'y aille, quoi? Écoutez, je peux conseiller juste de la détermination et effectivement de continuer d'y croire, parce que moi c'est vrai que j'ai traversé des périodes où j'avais l'impression parfois d'être peut-être même le seul à y croire. J'allais voir des grosses structures, des gros faiseurs de clim qui sont à l'heure d'aujourd'hui des gros clients et qui pourtant me disaient écoute, ton produit il est super mais on ne nous en demande pas. Donc il a fallu créer la demande. Ça a été très très long et c'est vrai que j'ai eu des zones de doute où je me suis dit mais il n'y a que toi qui y crois. Et en réalité, à force de persévérance et quand on y croit, bien entendu il ne faut pas compter ses heures et il faut être déterminé. Mais je peux qu'encourager les entrepreneurs ou ceux qui veulent le devenir en tout cas, à y croire et à foncer, quoi. Ne pas douter, même s'il y a des moments où on est le seul à être convaincu. Exactement. William Danizé, merci. Et je vous en prie, merci à vous. Et tout de suite, le poste. Et le poste aujourd'hui, c'est l'association EA Éco-Entreprises qui accompagne les entreprises de la transition écologique et qui vient tout juste de créer une antenne à Toulon pour le territoire du Var. Alors, Monsieur André Durbec, bonjour. Vous êtes le président de cette association régionale dont vous allez nous expliquer la genèse. Et Madame Johanna Peixoto, vous serez l'interlocutrice des entreprises varoises puisque vous êtes basée à Toulon. Monsieur Durbec, comment est née EA Éco-Entreprises, pour répondre à quels besoins et que représente-t-elle aujourd'hui au plan régional? EA Éco-Entreprises a été créée en 1996, donc on va fêter bientôt nos 30 ans. Et elle a été créée pour répondre à un appel à projet du ministère de l'économie et des finances de l'époque et de l'industrie qui visait la création de ce qu'on appelle les pôles de compétitivité, qui sont donc les usines à projet d'innovation et qui mettent en relation 3 sensibilités importantes de la vie quotidienne, c'est-à-dire la commande publique, donc les collectivités, les entreprises et le monde académique.
donc de la recherche pour innover vers des solutions. Alors, les pôles de compétitivité ont cela de particulier qui sont monofilières. Vous avez les pôles de l'eau, les pôles de l'énergie, les pôles de la mobilité. Et on s'est dit à l'époque, d'ailleurs au niveau national, mais ça s'est répliqué, cette réflexion au niveau régional, qu'il serait intéressant d'accompagner aussi les TPE et les PME d'une manière transversale, c'est-à-dire pas monofilière, comme j'ai dit, les pôles de compétitivité le sont, et avec entreprise ne l'est pas. Et en région aujourd'hui, donc près de 30 ans après, nous sommes le seul réseau de TPE et de PME qui soit transversal, donc pas monofilière, et qui adresse deux grandes questions. La première, c'est l'accompagnement à l'innovation. Donc, sans être pôle de compétitivité, l'innovation reste essentielle pour nos TPE-PME adhérentes. Et le deuxième, c'est l'accès à la croissance par le financement des éco-activités. Et à éco-entreprise signifie éco-acteur, éco-acteur, donc entreprise. Autre distinction avec les pôles de compétitivité, c'est l'influence, au bon sens du terme, des grandes entreprises, ou des grands groupes, comme on dit. Donc, dans et à éco-entreprise, nous dédions l'ensemble de nos moyens à l'accompagnement des très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, et quelques ETI. On est évidemment en échange permanent avec les grandes entreprises, et qui sont aussi un des moteurs de l'économie et de l'innovation. Et on veille à défendre et quelque part garantir aussi entre l'autorité publique et les bénéficiaires finaux de l'innovation les intérêts des petites et moyennes entreprises. Donc ça veut dire que même une entreprise qui est déjà adhérente d'un pôle de compétitivité peut tout à fait se tourner vers votre association. Madame Peixoto, donc vous êtes dès à présent basée à Toulon pour représenter l'association dans le département. Pour frapper à votre porte, quels sont les critères vous attendez à toucher quel type de public et qui peut venir vous voir pour un accompagnement ? Alors, on va accompagner des TPE, des PME. On peut accompagner également des startups. On va essayer d'aller toucher au sens large les entreprises de façon à pouvoir les accompagner et à surtout à créer des mises en relation et être un peu facilitateur effectivement entre tous ces acteurs du territoire. Oui, avec par exemple des colloques, vous en avez organisé un il n'y a pas très longtemps. Exactement, donc il y en a eu un le 12 septembre qui s'est co-organisé avec la métropole de Toulon sur l'achat public durable. Et donc là, plein d'acteurs se sont réunis pour faire des tables rondes et mettre en avant effectivement les entreprises et aussi les collectivités qui étaient présentes pour échanger ensemble. Donc le critère, c'est d'être dans une activité de transition écologique, ce qui peut toucher beaucoup de secteurs différents. Quels exemples d'accompagnement vous pouvez nous donner, Monsieur Durbec, qui ont déjà été faits dans la région ou qui reviennent régulièrement ? L'exemple cité par Johanna est intéressant, c'est-à-dire que le colloque vise deux types de cibles. Premièrement, les agents des collectivités territoriales et des collectivités publiques qu'on doit autant que possible acculturer, accompagner dans cette notion de transition écologique qui est une révolution permanente de nos modes de pensée et de nos modes de développement. Et donc dans ces colloques-là, on a 5 piliers, mais je vais essentiellement parler de 2. Le premier, c'est donner la parole à ces agents de collectivité pour les aider à exprimer leurs besoins et leurs questionnements par rapport à la transition écologique. Et le deuxième, donner la possibilité à nos membres TPE-PME de mettre en valeur leurs solutions pour répondre à des questions opérationnelles très concrètes sur les besoins des collectivités. Et on a toujours un tiers-temps dans nos colloques, et c'est un peu une marque de fabrique DA, qui est la mise en relation public-privé et un temps laissé au privé entre eux pour créer des synergies. Et ma devise depuis plusieurs années, c'est 1 + 1 = 3. C'est-à-dire, tiens, j'ignorais que tu proposais ces solutions, tu ignorais les miennes, et on s'aperçoit qu'en travaillant ensemble et en se connaissant mieux, nonobstant les questions de concurrence et de compétitivité, se connaissant mieux, on est en situation de faire des propositions originales qui vont plus loin que ce qu'on pourrait faire seul.
complémentarité de beaucoup d'acteurs effectivement du territoire. Et tout ça pour favoriser les activités et les solutions de transition écologique. Vous serez basé où précisément à Toulon et comment vous joindre ? Tout à fait. Alors du coup, je suis basée à TVT Innovation, du coup, dans les locaux de TVT. Et comment me joindre ? Directement, soit par adresse mail ou sur LinkedIn, tout à fait. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous nos invités de nous avoir suivis aujourd'hui dans les locaux d'Arche Office. Merci aux équipes de Var Matin. Merci Loris Bondy. Merci Sophie Doncé. Merci Guilhem Ricavi. On se retrouve dans un mois, le 21 novembre précisément, pour une émission spéciale en direct du Salon de l'orientation porté par la Chambre de commerce et d'industrie du Var au Palais Neptune à Toulon. À bientôt.